Est-ce que c'est un sommet important pour lui, ce sommet du G20? D'un point de vue international, c'est important d'abord et avant tout à cause du pays hôte. Vous l'avez mentionné, là, la question de l'Inde, elle est énorme. Non seulement parce que c'est rendu le pays le plus populeux de la planète, mais je vous dirais que c'est la puissance, on peut la qualifier ainsi, tout au moins le pays influent qui est le plus convoité de part et d'autre. Lorsqu'on parle particulièrement là, du conflit en Ukraine qui dure depuis maintenant aussi un peu plus d'1 an et demi, c'est-à-dire qu'à la fois du côté oriental, si on veut l'appeler ainsi, là, les joueurs comme la Russie tentent de tirer l'Inde de leur côté. Même chose, évidemment, en sens inverse du côté des Américains et des Européens. Donc, il y a ça qui est important et de façon beaucoup plus globale, il semble y avoir une réelle volonté de la part de l'administration Biden d'utiliser le sommet du G20 là, dans les prochaines heures, prochains jours, pour annoncer de façon très publique, très médiatisée, une série d'investissements dans des pays du Sud global, comme quoi les États-Unis veulent jouer un rôle de premier plan pour justement s'assurer une certaine loyauté de ces pays-là dans un monde qui est de plus en plus polarisé et qui est très, très loin du monde unipolaire qu'on a connu suite à la fin de la guerre froide. Et pour compenser des larges investissements chinois. Exact. Parce que les Chinois sont beaucoup en Afrique, sont beaucoup dans le Sud. Et les Russes aussi. Donc, oui. Il veut montrer qu'il est là, puis il arrivera avec des dossiers plus précis pour l'Inde. Par ailleurs, on revient aux États-Unis, Raphaël. Là, j'ai été étonné. D'abord, un sondage que vous nous avez envoyé de CNN, candidat démocrate. On regarde ça ensemble. Il y a 33 des démocrates qui disent « J'aime Joe Biden comme candidat à sa réélection ». Mais il y a 67 des démocrates qui préféraient un autre candidat. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez non seulement bien compris, mais bien expliqué. Et l'emphase, elle est clé ici. Il n'est pas question de l'ensemble des électeurs américains. Pour cette question-ci, il est question seulement des électeurs démocrates. Vous avez les 2 tiers des électeurs du parti du président sortant qui disent ouvertement « on veut quelqu'un d'autre comme porte-étendard, comme leader de notre parti pour l'élection qui s'en vient dans 14 mois ». Donc, avant même de commenter quoi que ce soit d'autre pour ce qui est de ce sondage qui fait énormément réagir aux États-Unis depuis hier, il y a ceci à considérer. Il y en a plusieurs, incluant moi, qui disent « écoutez, il faut tempérer ça, il faut faire attention, l'élection générale est dans 14 mois ». C'est vrai. Ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue non plus, c'est que pour M. Biden, si on commence à accumuler ce genre de sondage-là, et ce n'est pas le seul, soit dit en passant, là, qui est aussi inquiétant que ça pour lui qu'on a eu dans les derniers jours, il pourrait et il risque d'y avoir de plus en plus de bruit à Washington pour que, justement, il laisse sa place bien avant novembre 2024. Il est là, le risque, et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement voir les problèmes actuels de M. Biden comme étant très, très loin dans le temps et voir l'élection générale seulement dans 14 mois comme étant une sorte de zone tampon énorme. Vous dites, Raphaël, vous dites 14 mois, mais je veux dire, le choix du candidat se fait à l'été prochain. C'est avant 14 mois, ça. Le choix officiellement, Patrice, parce que la réalité, c'est que les premières primaires démocrates vont commencer, en principe, en février. Donc ça, c'est 5 mois. Et rappelez-vous toujours, et je comprends que c'était un système qui était différent à l'époque, il faut remonter un petit peu plus de 50 ans en arrière, mais Lyndon Johnson, qui était un président démocrate sortant, avait attendu à janvier de l'année de sa réélection pour annoncer à la surprise générale qu'il ne serait finalement pas candidat à sa réélection. Donc, c'était ma question, pour que les gens comprennent. Oui. Jusqu'à quand, quelle date il a pour dire « je me retire »? Il n'y a pas de date formelle à proprement dit. D'un point de vue politique... Avant les premières primaires. Exact, parce qu'après coup, ça devient, écoutez, et pardonnez-moi l'expression populaire, mais ça devient un bordel, ça devient un risque monumental de bisbille interne pour le Parti démocrate, plus on attend. Donc, c'est là petite marche dans la neige, comme Trudeau père, peut-être, début janvier, puis il pourrait dire « savez-vous, je m'en vais ». Parce qu'il y a l'autre sondage qui est presque plus inquiétant. Oui. S'il reste, on a demandé aux Américains, on a fait des scénarios avec les Américains, si contre vous, M. Biden, vous aviez Nikki Haley, bien, c'est pas compliqué. Vous regardez Nikki Haley, Donald Trump, DeSantis, Pence, tous battent M. Biden dans l'ensemble des États-Unis, là, pour l'ensemble des Américains. Donc, il se ferait battre par tout le monde. Essentiellement tout le monde. Et il y a 2 choses à garder en tête. Premièrement, pour Mme Haley. Rappelez-vous, Patrice, lorsqu'elle a annoncé sa candidature, je vous disais, elle est la meilleure candidate pour une élection générale que les républicains ont, non seulement cette année, mais très franchement, depuis que je couvre, que j'analyse la politique américaine. Vous aviez raison de le mentionner avant qu'on entre en onde ensemble. C'est-à-dire qu'elle est très, très loin
de la tête pour ce qui est de remporter l'investiture républicaine. Donc, le risque pour M. Biden par rapport à Mme Haley demeure pour l'instant très marginal. Reste que ça indique quand même quelque chose pour ce qui est de la faiblesse de M. Biden. Parce que, vous savez, il faut monter à camp pour voir un candidat ou une candidate présidentielle républicain gagner le vote populaire par une marge aussi importante que celle que Mme Haley aurait face à M. Biden aujourd'hui. Il faut remonter en 1988. Et c'est le président sortant, encore une fois, là, du côté démocrate. Ça, c'est une chose. Comment se fait-il... J'essaie de faire des mathématiques, Oui. là. Comment se fait-il que chez les républicains, quand on sonde, Nikki Haley est à 4 5 peut-être un peu plus, là, peut-être même 8, je ne sais pas. Mais comment peut-elle, dans un sondage général, être à 50 devant Joe Biden, plus forte que Donald Trump contre Joe Biden? La réponse est complexe, mais je vous dirais que, pour simplifier, là, lorsqu'on demande aux électeurs républicains ce qu'ils veulent comme choix, on le sait, là, c'est Donald Trump haut la main. Et la question de ce qu'on appelle l'électabilité, là, c'est un anglicisme grossier que je vous sors, là. Autrement dit, les chances d'être élu dans une élection générale, à quel point est-ce que ça pèse dans le facteur de choix comme candidat présidentiel pour les électeurs républicains, c'est pas au sommet de la liste. Si c'était le facteur numéro 1 et que les électeurs républicains étaient rationnels, Mme Haley serait le choix haut la main en ce qui me concerne, mais ce n'est pas le cas. L'autre chose que je voulais mentionner tantôt, elle est importante, elle est très importante, Patrice. Parce que là, ce qu'on voit, ce sont des résultats, encore une fois, à 14 mois d'avis, les choses peuvent changer. Mais ce sont des résultats au niveau du vote populaire. Si on avait, par exemple, une élection Trump-Biden comme on en a eu une en 2020 et que les résultats qu'on voit présentement étaient ceux qu'on aurait au niveau du vote populaire, 47 Trump, 46 Biden, ou même à la limite une égalité parfaite, presque assurément au collège électoral, ce que ça voudrait dire, Patrice, c'est une victoire de Donald Trump. Autrement dit, aussi inquiétants ces nombres-là peuvent-ils paraître pour les partisans démocrates, ils le sont dans les faits encore plus. M. Biden ne doit pas être à égalité avec M. Trump pour espérer être élu. Il doit être en avant. Oui, et parce qu'il y a des États très populeux comme sur la côte Est, Exact. la Californie, où il y a les électeurs, ça ne donne pas nécessairement plus au collège électoral. Bon, Exact. OK, mais là, on a le temps. Alors, il vous reste une minute. Raphaël, est-ce qu'il est plausible que l'on voit dans les prochaines semaines s'accélérer une course puis du grenouillage pour envoyer le message à M. Biden d'aller faire autre chose? Le risque va devenir de plus en plus considérable si on commence à accumuler les sondages de la sorte. Et soit dit en passant, M. Biden a diffusé, la campagne de M. Biden a diffusé une nouvelle publicité aujourd'hui. Ah, on va voir des images. On va voir des images de cette publicité-là. La narration qu'on n'entendra pas, elle est extrêmement parlante parce qu'on évoque le voyage de M. Biden en Ukraine il y a quelques mois et on parle du fait, et on ouvre la publicité avec ça, là, du fait que M. Biden a fait 9 heures de train, s'est levé aux petites heures du matin. Autrement dit, même si sur Il est le en fond... forme quand même. Exactement. C'est le message qu'on veut envoyer. Le message, clairement, qu'on va envoyer, c'est qu'il est assez en forme pour être président. Donc, autrement dit, on le voit et on commence à le reconnaître au moins implicitement dans la campagne de M. Biden que c'est un réel enjeu. Okay. Donc, il y a ça mentionné, Okay. puis je termine là-dessus rapidement. Je vous citais, ça ne s'invente pas, Patrice, là, la dernière fois qu'on s'est parlé en ondes, c'était il y a 7 jours. Je vous évoquais le fait que la dernière fois qu'on avait eu une campagne présidentielle aux États-Unis où la santé d'un président sortant avait été aussi importante, aussi considérable, c'était 1944 avec M. Roosevelt, et qu'à la toute fin de la campagne, il avait dû démontrer qu'il était assez en forme en faisant justement plusieurs heures de transport pour faire campagne. La publicité de M. Biden fait clairement écho à ça à 14 mois du vote. Autrement dit, c'est un enjeu qu'on veuille le reconnaître ou non. Adieu.